Bonjour, 20 avril 2020, ma petite causerie s'intitulera L'après-Covid n'est pas pour demain. Alors le 20 avril, ça signifie aussi pour moi que demain j'interviewe l'homme d'État belge Paul Magnette. Ça sera dans l'après-midi et vous le verrez vous à 18 heures. Ça risque d'être intéressant. C'est une personnalité en Belgique, vous le savez, de premier plan qui est apparu dans l'actualité internationale, essentiellement pour l'opposition de la Wallonie, dont il était le président-gouverneur à cette époque-là, au CETA, au traité commercial avec avec le Canada, entre l'Europe et le Canada, enfin l'Europe qui fait partie de l'Union européenne. Et ce discours est un discours le discours qui a été prononcé par Paul Magnette est un discours absolument remarquable qui a fait d'ailleurs le tour du monde. Maintenant, il est à la tête du Parti socialiste belge, également bourgmestre, c'est-à-dire en français de France, maire de Charleroi. Mais donc, c'est pas de ça que je vais vous parler maintenant. Je voudrais vous parler de cette notion d'après-Covid. On a eu l'amabilité de me demander à la Cato de Lille, l'Université catholique de Lille, de faire un cycle de conférences, comme j'en avais fait un en 2008-2019, qui s'appelait Faut-il déclarer l'état d'urgence pour le genre humain, point d'interrogation, et dont les leçons ont été co-rédigées, additionné, complété par la réflexion de Vincent Burnand-Galpin, et ça a produit ce livre que vous n'avez pas encore vu, mais qu'on espère que vous pourrez voir un jour, qui s'appelle Comment sauver le genre humain. Enfin, vous, en général, ne l'avez pas vu. Il avait commencé à circuler sous forme d'abord d'épreuves du livre et de premiers exemplaires, ce qui fait que vous pouvez en voir l'influence sur certains hommes d'État et femmes d'État, mais que le bouquin n'est pas facilement accessible, peut-être sous forme électronique si l'on veut. Alors, on m'a demandé donc de refaire un cycle de conférences qui commencera à l'automne et qui sera combiné à l'invitation de spécialistes. Ce sera une double formule, un peu comme j'avais fait à l'université néerlandophone de Bruxelles, la VUB, à l'époque où j'étais à la tête de cette chaire, de la chaire pour de réforme de la finance. Je ferai des leçons et il y aura des invités pour couvrir certains des sujets que j'aurais couverts, mais aussi pour compléter dans les domaines que je ne connais pas, parce que il y a un certain nombre de choses que je peux couvrir moi-même, mais il y a un certain nombre de domaines où je n'ai pas de compétences. Et si on parle de l'après-Covid, il faudra parler du Covid-19. Et là, je n'ai pas l'intention de me situer comme expert épidémiologue, non, virologue. C'est des choses que je laisse aux gens qui connaissent le sujet. Le titre de mon séminaire sera l'après-Covid. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand y aura-t-il un après-Covid? Parce que plus on comprend la maladie, plus on comprend ses implications, plus il semble difficile de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent. Et c'est ça qui distingue, je dirais, les gens sérieux de ceux qui ne le sont pas. Vous avez dû vous souvenir de la notoriété qui a été celle du docteur Raoult, qui se fondait sur des affirmations qui présentaient tous les caractères extérieurs de la pensée complotiste, pas parce que ce monsieur se présente comme climato-sceptique, encore que M. Marc Alizard, qui se trouve bien haut sur la liste des gens que nous avons l'intention d'inviter, a dit récemment que le climato-sceptisme n'était pas une position à l'intérieur de la communauté scientifique, que c'était un parti politique. Et ça nous a secoué un petit peu, parce que ça nous a fait tomber un peu les écailles des yeux. Oui, il y a des positions qui ne sont pas des positions à situer à l'intérieur sur l'éventail des opinions possibles à l'intérieur du discours scientifique, mais qui se situent en dehors. Et là, dans les déclarations initiales du docteur Raoult, il y avait bien entendu à la fois ce n'est pas sérieux, c'est une grippette, et
je connais les moyens de nous sauver tous de cette horreur. Et j'avais souligné ça en disant, ou bien c'est une grippette, ou bien c'est une horreur, mais ce n'est pas les deux. Et j'avais fait le rapprochement avec un article que j'avais dû lire, si j'ai bon souvenir, dans le Guardian, qui s'intéressait à cette chose tout à fait curieuse, qui était que les personnes interrogées à propos de la mort de la princesse Diana, Lady Di, euh, c'était les mêmes personnes qui considéraient que la princesse en réalité n'était pas morte et qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un meurtre. Alors, la question se posait, bien entendu, comment une personne toujours en vie peut-elle être victime d'un meurtre, ou alors il faut que ce soit une tentative qui n'est pas réussie. Et alors là, le fondement même, c'était la chose suivante, c'était que la pensée complotiste a pour principe de dire le contraire de ce que les gens en place, les gens bien pensants, les élites pensent, et que des contraires, comme Aristote l'avait déjà bien souligné, il y en a des millions. On peut dire des tas de choses qui sont le contraire. Un kangourou n'est pas un dinosaure, c'est dire le contraire du kangourou, mais on peut aussi bien dire qu'un kangourou n'est pas une pâquerette ou un tournesol, et on peut faire la liste à l'infini. Et là, dans ce cas-ci, puisque la pensée bien pensante disait c'est une épidémie qui s'annonce bien dangereuse et nous ne connaissons pas les moyens de la traiter, on pouvait dire deux choses, ce n'est pas dangereux et on connaît les moyens de le traiter. Et alors, la pensée complotiste tombe dans le piège de dire des choses contradictoires. C'était d'ailleurs il y avait un anthropologue ou quelqu'un qui s'affirmait anthropologue en tout cas, qui semble plutôt être un spécialiste du chamanisme, mais plutôt comme un pratiquant du chamanisme que comme un analyste du chamanisme, avait repris les mêmes thèses. Alors ce que nous savons maintenant, c'est que ce n'est pas une grippette, c'est une saloperie, et plus on comprend ce que c'est, plus on comprend que ce n'est pas simplement une grippe importante, c'est en fait une pneumonie, et cette pneumonie a des ramifications, non seulement bien entendu dans les dommages que ça peut créer sur les poumons, mais aussi sur le système cardiaque, on parle des reins, on parle de la peau, etc. C'est vraiment un truc pas sympathique, c'est-à-dire que il va falloir trouver un vaccin et un remède. Bon, il va falloir trouver les deux. Quand on aura un vaccin, il faudra encore savoir quelle est l'efficacité de ce vaccin. On s'aperçoit déjà maintenant que les gens qui récupèrent, voilà, qui vont mieux, ne sont pas nécessairement immunisés ou n'ont pas l'air d'être immunisés de manière suffisante, qu'on ne craigne pas des rechutes ou des réinfections s'ils contactent à nouveau des personnes qui sont en train de répandre le virus autour d'eux. C'est une saloperie et le fait est, on n'a pas encore le vaccin, on n'a pas encore des remèdes. Bon, des remèdes sont testés. La chloroquine ne paraît pas particulièrement prometteuse de ce point de vue-là, d'après ce qu'on voit. Quand il y a des études statistiques sérieuses qui sont faites, on parle d'antiviraux qu'on connaîtrait déjà, mais rien jusqu'ici n'est convaincant. Et il faut regarder ce qui se passe. Donc, vous le savez, on considère qu'il faut encore au moins 3 semaines, un mois pour avoir des résultats de traitement possible. Et quand vous interviewez des grands spécialistes du vaccin, et j'écoutais un professeur, une professeuse américaine tout à fait enthousiaste en disant ça ira beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne croyait. On est allé très vite en fait. Pourquoi? Parce qu'on était prêt, on sait ce que c'est un virus. On avait fait des sortes de répétitions générales et maintenant, voilà, c'est formidable. On peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Et alors quand le reporter dit et vous parlez de quand? Elle dit le printemps, voilà, le printemps 2021. Alors, le printemps 2021, c'est dans un an. Ces gens-là réfléchissent en termes de ce qu'ils pensaient au départ, qui était probablement de l'ordre de 2 ans et de 18 mois, et donc ils sont d'un enthousiasme extraordinaire à l'idée que ça pourrait être seulement un an. Pour nous qui devrons attendre un an, et en particulier pour ceux qui soit ont déjà des conditions préexistantes, comme on dit, soit atteignent un âge où ils entrent dans la catégorie de toute manière de gens qui sont affaiblis pour une raison ou pour une autre, parce que leur système est entré en voie de sénescence, de déliquescence plus ou moins rapide. Nous sommes
faisons partie de fait sans avoir de conditions préalables, sans avoir le diabète, le cancer, conditions cardiaques, etc., pulmonaires, sans même ça, nous sommes des gens qui sont relativement usés par rapport aux autres et donc plus exposés. Alors, cet après-Covid, quand est-ce qu'il aura lieu? Il y aura probablement une très longue période qu'on ne pourra pas encore appeler après-Covid. L'après-Covid, comme je le dis dans mon titre, ce n'est pas pour demain. Pourra-t-on même un jour utiliser l'expression je n'en sais rien? Je ne vais pas refuser pour autant de faire ce séminaire et donner ces leçons parce que c'est enthousiasmant. D'abord, ça me fait plaisir qu'on me demande de le faire. Et ensuite, on pourra inviter des gens intéressants et on pourra discuter de tous les problèmes qui se posent. Mais pour des questions comme par exemple, quand pourra-t-on lever les restrictions actuelles sur les libertés individuelles, il est évident que pour des raisons de sécurité, justifié ou injustifié, mais justifié aussi, on continuera de nous dire pendant un certain temps que c'est peut-être, voilà, que vu la segmentation qu'on est obligé de faire, qui est une hiérarchisation de fait dans la population par rapport aux possibilités de sortie du confinement, que nous ne serons pas traités de la même manière, que la restriction des libertés individuelles peuvent pour des raisons, voilà, et simplement aussi parce que ce sera bien pratique, parce qu'il est difficile, quand quelque chose qui apparaît sous un certain aspect comme un progrès, de le retirer en disant oui, mais enfin bon, ça empiétait à ce point sur nos libertés individuelles. On le fait très très rarement, ce genre de choses, donc il faudra se méfier. Alors, ce qui est en train de se passer aussi, il y a des débats à l'intérieur des pays, il y a des thèmes souverainistes qui sont évoqués par le président de la République en France, M. Emmanuel Macron, un repli sur soi-même. On s'aperçoit que la banque, ce que moi j'ai appelé depuis des années, je ne sais pas si c'est une dizaine d'années, mais à peu près, la bangladeshisation du monde, c'est-à-dire que toute chose qui peut être construite, fabriquée à un prix inférieur quelque part dans le monde, c'est là que l'usine est allée se mettre. Alors là, on est en train de le remettre en question parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il vaut mieux qu'on puisse réquisitionner, qu'on puisse mobiliser l'industrie à produire du gel hydroalcoolique, à produire des masques, à produire des respirateurs, etc. C'est des choses dont on peut avoir besoin du jour au lendemain. Alors pour toutes ces choses qu'on ne peut pas régler, qu'on ne peut pas gérer en fait, avec du flux tendu en disant bon voilà, on dépend, pour avoir un nouvel exemplaire demain, on dépend simplement d'un avion qui viendra, je ne sais pas, des Philippines, du Kamtchatka, etc. Il suffit que, oui non, mais quand il y a plus de pilote dans l'avion, parce qu'il vaut mieux que le pilote reste à la maison, la chose devient beaucoup plus compliquée. Donc un après-Covid qui va se dessiner, et qui sera insidieux dans la manière dont il va apparaître, et qui rendra difficile aux gens qui diront maintenant voilà, on a compris comme on a pu faire en 2009, maintenant on est dans l'après-crise des subprimes, maintenant il faudrait faire ceci ou ça. Bon, d'abord ça n'a rien donné du tout, mais maintenant on pourrait dire nous sommes prévenus. Et le jour de l'après-Covid, on sera là sur les barricades, c'est vrai, oui, mais le jour de l'après-Covid, on ne pourra pas le déterminer facilement, et en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, il faudra qu'on se mette à discuter maintenant, qu'on voit ce qu'il faut changer, etc. Ceci dit, la remise en place d'un véritable État-providence, là, on ne va pas pouvoir dire oui, mais on est déjà presque sorti du Covid d'une certaine manière, donc on arrête. Non, non. Ou alors, il y a tellement de gens qui se sont remis au travail que oui, peut-être. Là, il faudra être vigilant. Mais comme je vous le dis, on va avoir une période intermédiaire qui pourrait bien être éternelle d'une certaine manière, parce que de la manière dont nous détruisons l'environnement autour de nous, les épidémies comme ça seront de plus en plus nombreuses. Alors on pourra bien dire, comme cette professeuse, oui, on sera toujours davantage bien prêt. Oui, mais s'il y a une succession d'épidémies comme ça, rapidement, s'il y a des confinements qui coïncident avec des périodes de canicule, etc., on risque d'entrer plutôt que d'avoir un après-Covid qui sera les lendemains qui chantent, les jours heureux. On risque d'avoir ce que j'ai désigné, moi, comme les premiers, je ne suis pas le seul, comme les premiers stades en fait de l'effondrement.
D'autant qu'on va se trouver dans un monde où d'un point de vue géopolitique, les choses auront changé de manière dramatique. La Chine, même s'il y a une seconde vague, la Chine sait comment il faut faire. Bon, c'est au prix justement d'un traitement des citoyens qu'en Europe occidentale, aux États-Unis, on n'est pas prêt à accepter, ou en tout cas pas facilement. Il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de morts avant qu'on l'accepte. Mais du coup, la Chine va pouvoir remettre son appareil industriel, etc., en marche assez rapidement. Il n'y a pas eu de secousse financière en Chine. Elle ne dépend pas des marchés internationaux autant que les autres pays. On l'a déjà vu, la Chine, voilà, quand il y a des problèmes à la bourse, on ferme la bourse et puis on attend que ça se passe, etc. C'est un capitalisme qui est un supplément. Le capitalisme est un supplément. J'ai raconté ça, j'avais des collègues, il y a déjà 10 ans, des collègues anthropologues, ils sont allés en Chine. Ah oui, le capitalisme est partout, c'est irréversible, etc. Je leur ai dit non, non. D'abord c'est la Chine, c'est-à-dire c'est autre chose. Et puis c'est dirigé par un parti communiste, et ce parti communiste distille, voilà, ici et là des acceptations partielles du système capitaliste, mais le système capitaliste n'est pas entré véritablement à l'intérieur du système. S'il y a des gens qui font des choses, s'il y a des gens qui les vendent, il y a des marchands et des choses comme ça, il y a une économie de marché. On en parle assez à propos des marchés où on vend des animaux sauvages un peu risqués pour nous, mais ce n'est pas un système qui s'est engagé entièrement, par exemple comme les États-Unis, dans le capitalisme. Et je lisais cette pensée-là, je l'ai reproduite sur le blog, je retombais à cause des cours que je donne d'anthropologie sur cette pensée de Lewis Morgan en 1877, le stade ultime de la civilisation est atteint quand les personnes mettent le souci de la propriété privée au-dessus de tout, et comme représentation d'un amas, d'une accumulation de richesses en fonction de temps difficiles. Donc c'est ça, c'est le stade ultime de la civilisation pour cet Américain en 1877, c'était l'écureuil fou de l'âge glaciaire, le fameux dessin animé. Alors, je vais faire mon cours, je vais continuer en interviewant Jacques Attali, en interviewant Julliard, le président de Greenpeace, et Paul Magnette, et il y a encore d'autres personnes qui ont déjà accepté, comme M. Xavier Bertrand, et d'autres, voilà, à qui j'ai envoyé des invitations hier. Nous allons continuer le débat, nous allons essayer sur un plan politique de conseiller les gens à ce qu'il faudrait faire par la suite. Et de la même manière, je vais terminer là-dessus, de la même manière que j'ai commencé mon cycle de conférences en 2018, à l'automne 2018, en faisant le compte-rendu d'un certain nombre de films qui parlaient justement d'état d'urgence. Et j'ai parlé du dernier rivage sur l'urgence d'une guerre nucléaire qui supprime toute population à la surface de la Terre, du film Elysium, du film Interstellar, du film Terminator. J'avais commencé le cycle. Et là, mon cycle sur l'après-Covid-19, je vais le terminer. Je vais terminer par des films. Au lieu de parler de dystopie, on parlera d'utopie. Et j'ai regardé d'ailleurs, je l'avais vu à l'époque sans doute, je l'avais vu l'an 01, et j'ai regardé à nouveau l'an 01 parce qu'il partit de mes films d'utopie dont je parlerai. Il n'y a pas vraiment, bon, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, il n'y a pas vraiment un projet de société, à part le thème bien connu de la chanson d'Harry Salvador, faut rigoler, mais à part ça, il n'y a pas un projet de société. Alors, j'en aurai d'autres. J'aurai La Belle Verte de Colin Serrault, que je vais présenter. Et on va essayer d'inviter Jacques Doyon, on va essayer d'inviter Colin Serrault à venir parler de leur propre film. Je parlerai aussi de Zardoz, qui est sans doute l'utopie la plus curieuse qu'on ait jamais fait dans l'histoire du cinéma, mais de la part de John Boorman, qui nous a fait des choses très curieuses par ailleurs. On ne pouvait pas attendre autre chose, mais il faudra en parler. Il faut parler de Zardoz. Si vous n'avez jamais vu je ne dirais pas que c'est un grand film, mais c'est une curiosité dans l'histoire du cinéma. Et
j'ai pas vu la série qui a été faite sur ce qu'on appelle en français les enfants d'Icare de Arthur C. Clarke, qui s'appelait à l'origine le film, c'est un roman qui s'appelle Childhood's End, la fin de l'enfance. En français, on a traduit ça par les enfants d'Icare. Et il y a une série qui a été faite, je ne l'ai pas vue. J'ai commandé les DVD pour la regarder. On parlera de ça aussi. On parlera des utopies, on parlera du monde qu'il faut mettre à la place. C'est un thème moins couru. Pourquoi moins couru? Probablement parce que certains grands philosophes, certains grands penseurs ont été extrêmement sceptiques. Je parlerai, à cette occasion de parler des utopies, je parlerai de Sigmund Freud, qui nous a parlé des religions, l'avenir d'une illusion, qui sont à la fois des illusions, selon lui, et qui sont à la fois indispensables pour tenir ensemble les sociétés d'une certaine manière, mais aussi, surtout, malaise dans la culture, ou malaise dans la civilisation, son pamphlet, je dirais, sur l'impossibilité pour l'être humain d'être véritablement heureux, de la possibilité d'éliminer la rivalité, la compétition, la concurrence dans un grand nombre de domaines. Il faudrait commencer par le faire effectivement en économie, mais sur le fait que, comme disait-il, il y aura toujours des gens qui se battront pour une femme qu'ils aimeront tous les deux, et toujours des femmes qui se battront toutes les deux pour un homme qui leur plaît. Et ça, on ne voit pas, disait Freud, on ne voit pas, il répondait à l'esprit de l'époque, il écrivait à la fin des années 30, c'est pas le socialisme ni le communisme qui vont nous régler cette affaire-là, qui est bien plus profonde et qui est liée au fait que, voilà, nous sommes des êtres humains, nous nous reproduisons, nous éprouvons un certain plaisir à le faire, et par ailleurs, et ça il y en a d'autres qui le soulignent, nous mangeons des tas de choses autour de nous, comme les choses autour de nous mangent des tas de choses, la preuve, les virus. Nous mangeons des tas de choses et nous sommes dans un rapport d'hostilité de fait avec la nature autour de nous. On peut dire oui, il faut changer ça, etc. Oui, c'est gentil, mais nous exerçons de fait une activité de prédation sur le monde autour de nous. Même si c'est des salades qu'on fait pousser gentiment dans son jardin, bon, on va quand même finir par les manger. C'est quand même pas gentil vis-à-vis de la salade. Mais tout ça, c'est un donné. Je ne veux pas dire que je ne serai pas enthousiaste pour les utopies dont je vous parlerai, mais on verra. Là aussi, il faut garder un peu son esprit critique. Voilà, une petite réflexion sur l'après-Covid. Malheureusement, c'est probablement pas pour demain.